Alors, je ne sais pas si on est en live, Roméo. Oui, ça y est. On a dit end broadcast. Alors, je pense qu'on est en direct. Oui. Merci de nous rejoindre. J'ai mis un peu de musique, hein, histoire de mettre un peu d'ambiance. J'espère que vous êtes en direct. Fabien, Côte d'Ivoire.news. Merci de me dire si tu m'entends, si tout le monde est OK. Roméo, est-ce que tu es là? Tu m'entends? Je suis là, je t'entends et je te vois. Tout va très bien. D'accord, tu me vois. Alors, bienvenue à tous. C'est le live de Génie de ce vendredi 6 avril 2018. Je suis ravi de vous retrouver. Il est 14h55, donc on va démarrer en fait vraiment dans 5 minutes. Je vais quand même vous annoncer le programme de l'émission. Alors, le thème d'aujourd'hui, ce que nous allons aborder concerne le stress. Alors, le stress, comment ça se manifeste? On va en parler dans quelques instants avec mes deux invités. Céline Combé et Roméo Cournal. J'ai toujours du mal à prononcer son nom. Et le stress, c'est quoi? Ben, si tu es fatigué, si tu es épuisé émotionnellement, physiquement, mentalement, si tu deviens cynique, hein, si tu penses que le monde est rempli de personnes connes, si tu penses que tu n'es bon à rien, ça veut dire que tu développes peut-être un stress. Alors, comment sortir de ce stress? C'est la question à laquelle vont répondre mes deux invités d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à poser des questions, à témoigner, à partager cette émission. À l'intérieur de l'émission aussi, eh bien, il y a un jeu concours. Tous les vendredis, eh bien, on désignera le gagnant du concours de la semaine. Donc, le concours s'appelle Black Leaders. Allez me suivre sur ma page Insta. Donc, de mardi à vendredi, j'envoie une photo, la photo d'un leader, avec des indices. Et puis, si vous trouvez la bonne réponse, eh bien, vous gagnez une émission promo de 30 minutes. Voilà. Donc, Céline est en train d'arriver également, de nous rejoindre dans cette émission. Si vous me suivez, envoyez des likes, hein, ce serait gentil. Dites que vous êtes là. Alors, il y a déjà 2 personnes qui regardent. Merci beaucoup d'être là. Donc, je rappelle que l'émission aujourd'hui, c'est le stress. Et puis, il y a le jeu concours Black Leaders. Et à la fin de l'émission, eh bien, je vous donnerai le nom du gagnant, puisqu'il y aura un tirage au sort. Regardez, j'ai mis dans ma boîte les personnes qui ont participé au jeu. Et donc, top, c'est parti avec les invités qui sont, voilà, là. Roméo, Oui, tu m'entends? je t'entends. Ok, Céline, est-ce que tu es là? Je suis là, je t'entends, je te vois. Ok, bon, alors pour ceux qui ne vous connaîtraient, on va commencer par les présentations. Moi, je m'appelle Eugénie Dieki. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, mais peut-être que les jeunes ne me connaissent pas. Donc, je suis journaliste et on me retrouve sur ma plateforme Obota News. Céline, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, donc Céline Combé, je suis coach personnel et je pratique donc ce qu'on appelle le spiritual awakening, donc l'éveil de conscience avec des techniques telles que le MDR, l'hypnose, la PNL, et j'utilise aussi des techniques ancestrales qui ont été données par des docteurs indiens et des chamans Lakota et Toltec. Voilà. Voilà, Roméo Cournal. Alors, moi, je suis coach intuitif. Alors, un coach intuitif, c'est quoi? C'est tout simplement un coach qui utilise le processus intuitif pour accompagner les personnes. Et le processus intuitif est un processus cérébral. Je suis également thérapeute quantique, puisqu'en fait, en matière de thérapie, j'interviens sur tout le champ, j'ai envie de dire, de la personne, sur tous les plans, donc le plan physique, le plan émotionnel et le plan spirituel également. Donc voilà. Voilà, alors on va démarrer. Donc le thème d'aujourd'hui c'est le stress. Est-ce que quand je dis que la caractéristique des personnes qui souffrent de stress, eh bien c'est qu'en général elles sont fatiguées émotionnellement,
elles vivent une espèce de déshumanisation et même une espèce de cynisme aussi, une dévalorisation massive de sa compétence. Est-ce que c'est à cela qu'on reconnaît qu'une personne est stressée, Roméo? Alors, le stress est effectivement, est en fait une réponse. Et une réponse à une situation. La réponse, effectivement, peut être, donc physiologiquement, et même émotionnellement, une certaine irritabilité. Souvent, effectivement, une fatigue, effectivement, une fatigue et une lassitude, en fait, en vrai. Et une difficulté, en fait, à entrer dans des rapports sociaux, j'ai envie de dire, sains. Donc, effectivement, Ouais. le stress est la réponse à un ensemble, j'ai envie de dire, de stimuli, un ensemble d'événements extérieurs. Mais en fait, en vrai, le stress est inconsciemment une crainte de mourir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment une crainte de mourir. C'est-à-dire que la réponse émotionnelle qui sera donnée est une réponse à une crainte inconsciente de la mort. C'est-à-dire que le cerveau a un objectif, c'est maintenir en vie celui qui est en dessous. Donc, si inconsciemment la personne craint de mourir, forcément, le cerveau va mettre en place un certain nombre de réponses émotionnelles qui auront un trait à l'agressivité, à la fuite ou à l'anesthésie. Mais inconsciemment, c'est bien d'une crainte de mourir dont il est question. Hein. C'est pas moins que ça. Voilà, et puis ça se développe aussi en plusieurs passages. Ça peut être attrait sur des émotions, des blessures, donc trahison, différentes blessures comme celle-ci qui activent des choses. Celle du rejet, souvent quand on n'a pas l'honneur de se donner l'amour dont on a besoin ou qu'on se sent pas capable, des choses qui arrivent dans notre vie, paf, le stress arrive. Alors il y a deux sortes de stress. Il y a un stress positif qui va nous permettre d'avancer. Si l'homme de Cro-Magnon n'avait pas eu des stress tels que la colère et qu'il voit le tigre à dents de sable arriver sur lui et qu'il soit tout cool, on serait pas là aujourd'hui. Donc il y a un stress qui est vraiment positif où on est là pour se mettre en avant, pour honorer sa vie. Là où le stress est négatif, c'est quand il engendre un excès d'émotions négatives entre guillemets, c'est-à-dire des colères, des peurs, des angoisses. Et qu'il y a derrière les blessures qui vont s'y mettre, ah, je suis pas capable, je vais pas y arriver. Et donc, souvent, ça a trait à, oui, une anesthésie. Donc, je m'occupe pas du problème. Et donc, du coup, je vais aller boire et ça lie sur des addictions parce que j'ai pas confiance en moi. Ou, je vais foncer et là, je me donne les moyens d'avancer. Donc, il y a vraiment plusieurs bases, plusieurs sources du stress. Mais il faut savoir que de toute façon, tout le monde a une dose de stress qu'il faut savoir gérer en fonction bien de l'intensité. Souvent, beaucoup de gens vont mettre un gros stress sur des choses qui sont peu importantes, mais dans leur illusion, dans leur réalité, comme je dis illusoire, ça a beaucoup d'importance. Le rapport aux autres, la reconnaissance de l'autre. Et des fois, on attend la validation de certaines personnes qui n'ont pas lieu d'être, parce que le plus important, c'est notre validation sur plein de points de vue, sur nos croyances, sur plein de points de vue différents. Est-ce qu'on va arriver à réussir notre journée et faire tout ce qu'on a à faire dans la joie et la bonne humeur? Oui, c'est possible, mais il faut savoir dire, bon, ben, ok, je reste dans ma respiration, tout va bien se passer. Donc, c'est aussi un peu, comme je dis, les bases d'un enseignement intérieur. On se visualise un peu comme un arbre. Donc, il y a le sol qui est vraiment notre entourage et puis notre façon de voir les choses et le tronc qui est notre travail, notre façon d'agir. Et puis les branches, c'est la vie de tous les jours en fait. Hein. Est-ce que les branches vont bouger quand les branches bougent, est-ce que mon tronc va bouger? Donc, savoir rester en alignement malgré le stress. Et pour ça, il y a plein de techniques différentes qui peuvent être données. Alors, on parlera des techniques tout à l'heure, hein, après
après le jeu, dont je vais parler dans quelques instants. Mais le sujet principal donc de l'émission d'aujourd'hui, c'est évidemment le stress et surtout comment en sortir. Alors, moi, j'aimerais que vous descendiez tous les deux de vos nuages respectifs, messieurs, monsieur et madame. Concrètement, moi, je veux, alors, Roméo, donne-moi un exemple. Tu reçois souvent des personnes qui souffrent de stress. Alors, je veux un exemple concret d'une personne que tu coaches, que tu accompagnes et qui souffre de stress. Je poserai la même question aussi à toi, Céline. Roméo. Alors, par exemple, récemment, j'ai quelqu'un qui m'a contacté parce que elle est dans une situation de sa vie. Bon, elle a un emploi, enfin un métier. Elle a une activité professionnelle. C'est quelqu'un qui est indépendant. C'est quelqu'un qui a une vie professionnelle bien remplie. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, a forcément des revenus intéressants, a une vie sociale assez pauvre, une vie amoureuse complètement vide, proche de zéro. Et en fait, justement, c'est au niveau de la vie personnelle que les choses sont particulièrement sujet à mal-être. C'est-à-dire que cette personne, malgré une certaine réussite sociale, sent une insatisfaction de qui elle est et de ce qu'elle fait. Et cette personne se dit, bon ben voilà, je vais faire des efforts pour me reprendre en main, retourner à la salle de sport parce que j'ai un petit peu grossi, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais aller voir des amis, je vais organiser ma journée, etc., etc. Toute une série de techniques, toute une série de méthodes qu'on enseigne un peu partout dans le monde, mais malgré tout, justement, en fait, non. Je suis inscrit à la salle de sport depuis 3 ans, mais je n'y mets pas les pieds. En fait, c'est ce qu'il m'a senti. Il est inscrit à la salle de sport et il paye rubis sur l'ongle une salle de sport. Depuis 3 ans, il n'y a jamais mis les pieds. Donc, on est face à quelqu'un qui a des envies et en fait qui a une certaine volonté, mais l'action, en fait, ne suit pas. Le résultat n'est pas du tout aligné sur la volonté. D'accord. Et ça s'explique comment? Alors, ça s'explique comment? Ça s'explique par un conflit interne. C'est-à-dire que on a expliqué, on a dit que pour être heureux, il faut être beau, il faut être sportif, il faut plaire, il faut être séduisant, il faut avoir de l'argent, il faut être riche, etc. Il faut. Il y a un certain cahier des charges, la réussite à la Hollywood. Et en fait, malgré le fait que ça s'est passé comme ça dans le passé, aujourd'hui, on n'a plus envie de faire les efforts pour ça. Et dans le même temps, on se dit, mais j'étais heureux en fait quand je réussissais, quand je correspondais au modèle hollywoodien. J'étais bien, j'avais des amis, j'arrivais à séduire des femmes, etc., etc., etc. Mais malgré tout, je me suis laissé aller. Comment ça se fait que je me sois laissé aller? Et en réalité, j'ai observé avec la pratique qu'en fait, en vrai, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est stressé? C'est tout simplement qu'elle mène une vie qui ne correspond pas à qui elle est vraiment. À son soi authentique, à son authentique self. On joue un rôle qu'on nous a assigné, mais en fait, ce rôle, il n'est jamais satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'on va chercher la satisfaction en jouer son rôle. On va chercher l'approbation, on va chercher l'amour, on va chercher l'affection. On va chercher la réussite, et c'est ce que vendent d'ailleurs, y compris plein de gens en matière de développement personnel. On va chercher la réussite. Et c'est ce que vend aussi l'école aussi, qui nous fait croire que quand tu as un beau diplôme, papa et maman voulaient qu'on soit médecin, qu'on soit professeur, émérite, et quand on a atteint l'objectif, on se rend compte qu'on n'est pas forcément plus heureux en fait. C'est ça en fait. Eh bien non, parce que déjà au départ, le simple fait de vouloir réussir, c'est déjà posé qu'à la base, je suis en situation d'échec. Le but vraiment, c'est d'être soi-même et de revenir à quelque chose de basique. Pas toujours être dans le désir justement du succès, du bien-être. Certaines personnes, ça va leur faire beaucoup de bien d'aller faire du yoga, d'autres ça va être plus du cardio. Il faut trouver son truc à soi.
et sortir vraiment du mouvement de troupe. Alors ça, je pense que c'est vraiment le principe de base, c'est déjà voir ce qui te plaît à toi, pas pour faire plaisir aux autres, mais pour toi. Il y a des gens, ils vont se torturer. Oh, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à méditer. Il y a des choses à régler derrière. Et puis, si on n'arrive pas à se trouver soi-même, c'est qu'on est aussi dans la reconnaissance de l'autre. Donc, allez savoir pourquoi vous êtes dans la reconnaissance de l'autre. Il y a plein de paragrammes derrière qui doivent être mis en conscience. Mais alors, vous voulez des exemples? Moi, je vais vous donner un exemple. Bon, je travaille beaucoup avec des familles et notamment des mamans. Beaucoup de mamans sont constamment stressées parce qu'elles essayent de contrôler ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Contrôler les bonnes notes des enfants, contrôler les devoirs, contrôler le fait qu'ils vont faire des bêtises ou pas. Il y a certaines choses on leur donne une bonne éducation. Il faut savoir après avoir un lâcher prise. Contrôler tout ce qui se passe dans l'entreprise, qu'elles ont ou qu'elles n'ont pas si elles sont employées. C'est toujours dans le contrôle. Et dès qu'elles y arrivent pas, elles se sentent coupables. Elles se sentent coupables parce qu'elles se sont fâchées après leur enfant. Elles se sentent coupables parce qu'elles ont raté le dîner ce matin ou hier soir, je veux dire. Voilà, il y a toute une forme de culpabilité. À un moment, il faut arrêter de se donner un cahier des charges comme ça. En même temps, Céline, c'est un peu le revers de la médaille. Les femmes voulaient être autonomes, être reconnues dans leurs valeurs intrinsèques. Et puis finalement, on se rend compte qu'on veut être des super hommes et des super femmes. Donc oui, en fait, il faut tomber le masque. On a voulu, on l'a eu. Ça, c'est pas le problème. Le truc, c'est qu'on se met un cahier des charges où tout doit être parfait. La terre n'est pas parfaitement ronde, l'air n'est pas parfaitement doux partout, rien n'est parfait. Donc, il faut sortir du critère de perfection et être vraiment dans le lâcher prise. Je ne contrôle que ce que je peux contrôler et se déculpabiliser et arrêter de se dévaloriser quand il y a quelque chose qui va pas. Si Internet ne marche pas, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Embrasser les moments et laisser l'univers un peu travailler, ou au moins notre être vraiment dans le lâcher prise de ce qu'on peut et ce qu'on peut pas faire, accepter les imperfections et puis des fois voir que s'il n'y a pas quelque chose qui se passe pas, c'est peut-être pour autre chose. Et puis des fois accepter tiens, j'ai oublié de donner le goûter aux enfants, j'ai oublié de faire ceci. C'est important aussi de se mettre en situation où nous sommes que humains. Donc certes. D'accord, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est pas facile on va dire, de lâcher prise. D'ailleurs, même il y a des personnes qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter là? C'est quoi lâcher prise? C'est de laisser tout tomber. En fait, c'est bas les masques, quoi. Mais je prends un exemple basique. Est-ce que si moi je sors dans la rue et je suis pas maquillée, ça va déteindre sur l'image que voilà, de la grande dame de la radio qui ose sortir sans être maquillée. Est-ce que c'est, pour donner l'exemple d'un homme, est-ce que c'est accepter qu'on a des petits bourrelets? Je sais pas moi. Est-ce que c'est ça en fait lâcher prise? Oui, mais c'est exactement, c'est ça, c'est accepter que ton intégrité elle est à l'intérieur. La grande dame, c'est pas ton maquillage, c'est Eugénie. La grande dame. Alors, si Eugénie, elle a envie de sortir en pyjama et qu'elle le portera bien, il y a des gens qui se disent, voilà. Et même, il y a des gens qui sont tellement intègres et tellement forts, tu peux leur mettre un pagne et ils vont être magnifiques. Et bien, c'est ça l'intégrité. Et le lâcher prise. Alors là où est le lâcher prise, c'est vraiment dans le fait que le regard des autres, peut-être que l'autre va dire tiens, elle est mal habillée aujourd'hui, est-ce qu'elle peut dire le lâcher prise, c'est je n'ai aucune responsabilité sur ce que pense l'autre et l'autre n'est que le miroir de lui-même vis-à-vis de ce qu'il pense. Oui. Maintenant si on vous écoute tous les deux, ça veut dire que chacun voudra sortir avec je sais pas moi comme il veut, et est-ce que ça va pas un peu déstabiliser la société, l'école? Là, tu donnes l'exemple. Après, je pense que moi, personnellement, et je pense que toi aussi, par toi-même, pour toi-même, tu as envie de te représenter
Par contre, il y a des jours où il faut savoir arrêter de faire semblant et qu'on n'a pas forcément envie, ni le temps, ni l'heure, ni le moment d'amener nos enfants bien pomponnés et tout ça, et qu'il faut se dire bon ben voilà, ben aujourd'hui j'y vais vite fait, pas forcément bien apprêté, je vais rentrer à la maison, je vais m'apprêter pour ma journée. Il faut savoir aussi accepter les impôts et pas être là, oh là là, ça y est, ma journée est ratée, ceci, cela. Ouais. C'est là le lâcher. Donc, ça veut dire, ouais, alors ça c'est bien, mais maintenant il y a le regard, maintenant il y a le regard social, il y a le regard de la société. Tout à l'heure on répondra aux questions de toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure de cette émission. Bonjour à Michel. Rita Fourlin, merci de participer. Partagez l'émission et puis plus on est nombreux et mieux on avance dans la voie de la guérison. Je pense que c'est le message que vous faites passer à travers la page Renaissance et votre action dans le cadre de l'Afro-Renaissance. Alors moi je vais prendre l'exemple des personnes, on va dire dans la lumière. Je vais oser prendre mon exemple. Se lâcher, ça voudrait dire quoi pour une personne comme moi, pour des personnes qui sont dans la lumière, Roméo? Les personnes surexposées, justement, je crois qu'elles ont une opportunité, en fait. Je parle de surexposition médiatique. Elles ont une opportunité de, ne serait-ce que de donner de faire vivre cette expérience. Je parlerai pas d'exemple, hein, mais c'est un peu ça. De faire vivre cette expérience, justement, du fait de s'assumer soi-même. Afro-Renaissance, c'est une page de marron. Et le marronnage, c'est justement, je retourne à moi. Je suis qui je suis, je me définis par rapport à moi. Tu disais tout à l'heure que ça veut dire que n'importe qui peut sortir un peu comme il veut. Je ne sais pas si tu as déjà marché dans les rues de Londres. Dans les rues de Londres, on voit des choses assez hautes en couleur. Il se trouve que c'est une ville très cosmopolite et que la mentalité anglaise fait que, oui, effectivement, on peut avoir des gens qui s'habillent complètement en fluo. On peut avoir des gens qui s'habillent un peu punk, un peu grunge, et complètement classe, y compris pour aller au boulot. Pourquoi pas? Effectivement, mais j'ai envie de dire, en fait, le stress, il est vraiment généré par ça. Il est généré par, est-ce que l'autre me valide? C'est ça, en fait, la question indiscrète dans ça. Est-ce que l'autre me valide? Et si je cherche l'approbation de l'autre, je pars d'une mésestime totale de moi. Je ne me valide pas, je ne me donne pas le droit. Est-ce que je suis bien? Est-ce qu'il n'y a pas une petite tâche? Mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire si je suis comme ça? Et en réalité, on se crée ce que les Toltecs appelaient un mythoté. C'est-à-dire qu'il y a un tas de voix dans nos têtes qui disent fais ci, ne fais pas ça, fais ci, ne fais pas ça, fais ci, ne fais pas ça. Un tas de personnes justement qui viennent donner des leçons et en plus aujourd'hui dans le monde occidental, les voix sont très différentes, voire très dissonantes, voire très discordantes. Et du coup, on se retrouve avec des personnes qui veulent finalement plaire à tout le monde et se retrouvent complètement perdues parce si je plais à un tel, ben, je fais comme ça, mais sauf que à tel autre, ça ne plaît pas. Donc, on se retrouve dans des choses complètement aberrantes. Et il y a une expression, j'aime beaucoup ce mot. Vous savez, les gens qui viennent donner des leçons, qui viennent dire tu devrais faire comme ça, tu ne devrais pas faire comme ça. Les gens qui viennent avec toutes les bonnes intentions du monde, je viens éclairer ton chemin. En latin, porteur de lumière se dit luciferes. Et ça a donné le mot Lucifer. Et c'est pour ça que au début de la semaine, tu peux reprendre ça là? En latin, porteur de lumière. Luciferes. Luci, lumière, feres, porteur. Oui. Et Luciferes, ça a donné le mot Lucifer. Wow. Les gens qui, c'est ce que je disais dans un article que j'ai publié mardi, spécial dédicace à tous les Lucifères de la planète. Toutes les personnes qui viennent soi-disant m'apporter la lumière, toutes les personnes qui viennent soi-disant me dire je viens éclairer ton chemin, toutes ces personnes qui viennent me donner plus d'amour de l'extérieur que j'en ai pour moi-même, en réalité, il faut bien que ces personnes-là se disent qu'elles sont des Lucifères. En fait, en vrai. En fait, en vrai. Je veux dire, et on est à l'exact inverse de ce que disait Nelson Mandela. Nelson Mandela disait, en brillant de ma propre lumière, je donne l'autorisation, l'exemple à l'autre d'en faire de même, de briller de sa propre lumière. Donc, je n'apporte pas la lumière.
Ce que Roméo, je joue pas mon Lucifer, en fait. Mais Céline, La lumière, elle est à l'intérieur. Roméo est en train d'expliquer, c'est que si tu tiens au regard et à la validation de l'autre, c'est qu'intérieurement tu te valides pas personnellement toi-même et qu'il y a quelque chose à travailler en toi pour que tu valorises ton être et ta personnalité. C'est-à-dire qu'à un moment dans une journée, il peut y avoir quelque chose qui va te contrarier. Est-ce que tu vas agripper ce problème et t'en servir comme excuse pour ne pas arriver à ta journée? Quel est la mérite et l'honneur que tu mets dans ta vie? Donc la personne qui va dire oh ben t'as l'air fatigué et d'un seul coup pouf plus rien ne va, c'est sur quelle base qu'elle dit ça? Et puis est-ce que je vais m'accrocher à toi, à ça? Donc là, donc la personne qui met en lumière, comme l'explique très bien Roméo, c'est vraiment bon ben qu'est-ce que ça veut dire là? Est-ce que je suis vraiment fatiguée? Non, je suis pas fatiguée. J'ai l'air fatiguée peut-être. Est-ce que ça va m'empêcher d'avoir une bonne journée? Non. Est-ce que j'ai besoin de prendre le commentaire des autres? On le voit souvent aussi dans les familles, souvent les relations mère-fille où nos mères ne nous valident pas. Est-ce que j'ai besoin de ma mère pour être validée? Je sais que je suis une femme bien. Je n'ai pas besoin du regard de l'autre. Oui, mais si ta maman, hier je regardais une émission, ou hier ou avant-hier sur France 2, où on parlait justement de ces mamans et de ces parents abusifs. C'est-à-dire que au moment où on était petit, on était donc fragile, on ne pouvait compter que sur eux. Eh bien, en fait, ça commence par là. C'est-à-dire que exactement. Ces bases de stress. Voilà. S'ils nous ont approuvés, s'ils nous ont vraiment aimés dans le bon sens du terme, ben, écoute, forcément, on a confiance en soi. Mais si à la base, on n'a pas été nourri de cette nourriture importante, l'amour, en fait, l'amour inconditionnel, ben, on est mal parti. Et je pense que s'il y a des soucis sur la planète, chez les hommes, en fait, et les femmes, c'est que on n'a pas été nourris par nos parents, qu'on va pas accuser, mais qui ne savaient pas non plus parce que leurs parents ne savaient pas non plus. Voilà. Après, il y a vraiment des choses à remettre en place. Alors, il faut pas toujours blâmer les parents, c'est à nous de reprendre notre pouvoir. Il y a vraiment des grosses connaissances maintenant qui disent qu'on choisit nos parents. On choisit nos parents en fonction de ce qu'on a à travailler intérieurement. On n'est pas ici sur Terre pour travailler, pour payer des factures. On a quand même une mission un peu plus divine que ça. Et s'honorer et se respecter, c'est vachement important. D'une part, alors le stress, comme je l'ai dit, vient de 5 blessures profondes. Il y a la trahison, il y a le rejet, il y en a d'autres derrière. Après, on va pas toutes les épiloguer. Mais il y a aussi le stress ancestral. C'est-à-dire que si notre famille a vécu des choses horribles durant l'Holocauste, durant l'esclavagisme, il y a une grosse peur de kidnapping, de stress et d'abandon sur le stress et de rejet en Afrique. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, on a vu des familles entières être décimées, kidnappées par des contremaîtres. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, qui est présent et qui se transfère dans l'épigénétique, donc de famille en famille. Et ça, on le retrouve vraiment en psychogénéalogie. Alors, il y a ce point-là, il y a le point de vue aussi de ce qu'on a vécu pour ceux qui croient aux vies antérieures, dans les vies antérieures. Si on a eu des souffrances énormes dans des vies antérieures et qu'on a été trahi par des amis, des fois on a peur d'être avec des amis, ou dès qu'on trouve une situation avec des amis qui vont être plus ou moins en rejet de ce qu'on est en train de dire ou de ce qu'on est en train d'affirmer, directement un stress va monter. Attention, je vais me faire trahir, je risque de mourir. Encore une fois, on repart sur la base de la peur de mourir. On a vraiment cet inconscient qui est là pour nous aider à nous protéger, mais il nous surprotège. Notre inconscient est devenu une espèce de mère surprotective qui nous empêche d'avancer. Donc, il faut remettre les choses en place. Et puis, de toute façon, on le voit dans beaucoup de familles qui ont différentes cultures, on peut pas être en train de valider constamment les croyances de nos parents, avoir un mari de la même culture que nous, avoir certains habits. Alors le vendredi au Sénégal, il faut s'habiller en boubou. En France, il faut s'habiller en costume. Et aux États-Unis, ils ont le Pyjamas Friday. Il faut s'habiller en pyjama. Donc voilà, il faut savoir être soi-même.
chaque critère est différent. Donc, revenir à quelque chose de simple et de revenir à quelque chose d'une essence soi-même, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et pas être dans la validation de l'autre, mais dans notre validation, et d'assumer ce qu'il y a derrière, et ben c'est vachement plus important. Après, si on n'arrive pas à assumer, qu'est-ce qu'il y a en moi qui n'arrive pas à assumer? Et ça, les autres nous mettent en lumière vis-à-vis de ça, parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même un espèce de gros iceberg, et que on n'est que 20% de ce qu'il y a en nous, et tout ce qu'il y a à l'extérieur ou tout ce qu'il y a sous la surface, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, vous imaginez tout le ciel qui illumine cet iceberg reflète ce que l'on est nous. Donc si vous avez des vies qui sont pas forcément agréables, bon, on en prend responsabilité, on arrête de blâmer les autres surtout, parce que de toute façon, ça nous aide pas. Donc c'est revenir sur soi. Est-ce que je suis responsable? Si quelqu'un paye pas ses factures et qui va dépenser son argent, on le voit beaucoup, des gens qui sont au RSA ou qui ont des situations qui sont vraiment critiques et qui vont aller dépenser tout leur argent dans des habits ou dans des choses inutiles sur un week-end, et tout le reste du mois ils ont pas d'argent, et qui s'étonnent pas d'être stressés. Mais il y a des choses où il faut reprendre ses responsabilités et reprendre sa valeur. Encore une fois, une personne qui va faire ça, bon, est-ce qu'elle a envie de s'en sortir? Est-ce qu'elle sent qu'elle mérite de s'en sortir? Parce que bien sûr, elle le mérite. Mais des fois, la plus grosse blessure qu'on puisse avoir, c'est aussi le rejet. Et un enfant intérieur, alors l'enfant intérieur, c'est vraiment toutes les réactions émotionnelles qu'on a basées sur le rationnel ou non, sont vraiment sur cette base-là. Le rejet, c'est quelque chose qui va faire qu'on va croire qu'on est nul, qu'on n'est pas capable. Donc, du coup, on s'auto-sabote constamment. Donc, il faut vraiment avoir de la compassion et vraiment beaucoup d'amour pour soi-même, pour pouvoir arriver à affronter ces démons et à sortir du déni et sortir de toujours responsabiliser l'autre pour nos erreurs à nous. Alors, on va marquer une petite pause. Restez avec nous, Céline Combé et Roméo Cournal. Je vais donc expliquer que je voudrais rappeler donc aux personnes qui nous regardent actuellement que il y a un jeu concours tous les vendredis. Donc, si vous suivez cette émission et si vous me suivez sur Instagram. Donc, en quoi consiste ce jeu concours? Eh bien, le jeu concours s'appelle Black Leaders. Il s'agit d'aller donc sur mon compte Instagram. Eugénie Dieki, du mardi au vendredi, j'envoie la photo du Black Leaders avec des indices, et c'est à vous de trouver le nom du leader de la semaine. Alors, ce que j'ai écrit sur le compte Insta, c'est quoi alors, pour reconnaître qui était le leader de la semaine ou qui est le leader de la semaine? C'est un géant de la littérature africaine qui est décédé le 21 mars 2013. Son livre « Le monde s'effondre » s'est vendu à 10 millions d'exemplaires dans le monde. L'igname est son aliment de base. Il est Igbo, situé dans le sud-ouest du Nigeria. Et puis, quel est son nom? Vous le saurez tout à l'heure si vous restez avec nous en direct dans cette émission. Alors, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé, mais surtout toutes les personnes qui ont trouvé la bonne réponse. Je vais les citer. Il s'agit de Dia Mungasi Jess. Merci à toi. Moni Georges, cher Georges, merci aussi. Mikanza Yantete Muntu Yaka Zanguka et Aboubakar Fofana. Donc, ce sont les 4 personnes, 4 hommes qui ont trouvé la bonne réponse. Alors, qui est ce personnage? Je vous le dirai dans quelques instants et on va procéder au tirage au sort. Voilà, donc dedans, il y a les noms des gagnants, des 4 gagnants, et je vais tirer au sort à la fin de l'émission. On va maintenant répondre aux questions des personnes qui nous regardent. Merci de nous regarder et de partager cette émission. Des réflexions. Alors, Rita, y a-t-il un bon stress malgré tout? Qui veut répondre à la question de Rita? Céline. Qu'est-ce qu'on appelle un bon stress? Roméo, je vais commencer par Céline, si tu permets. Alors, un bon stress, c'est vraiment de mettre en conscience que, bon ben voilà, je suis pas confortable là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire?
voilà, quand on part en vacances, il y a une espèce de stress qui se crée, qui est positif pour dire bon bah voilà, j'ai toute la liste de ce que je dois faire. Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire? Est-ce que j'ai pris toutes les affaires? Est-ce que j'ai pas oublié le chien dans la voiture? Voilà, des choses bêtes, mais c'est un stress positif. Des fois, on va se sentir stressé. Bon, bah, pour une journée, il y a plein de choses à faire. Bon, ok. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser à prendre? Le chargeur pour mon téléphone, si j'ai un iPhone, non, je rigole. Il y a certaines choses à valider. Est-ce que je suis en place? Est-ce que j'ai préparé le goûter pour les enfants? Est-ce que j'ai préparé ma journée correctement? Est-ce que je me lève assez tôt? Voilà, il y a des choses qui font que, qu'est-ce qui fait que je me mets en place aujourd'hui pour passer une bonne journée? Donc, il y a un bon stress. Vouloir réussir sa vie, vouloir réussir des choses, des fois savoir dire oh stop, j'arrête là, cette situation me convient pas, c'est un bon stress. Là où le stress est négatif, c'est quand on n'arrive pas à l'arrêter. Donc ça c'est vraiment la source de l'adrénaline. Nous l'humain en nous-mêmes, nous ne pouvons pas arrêter le stress d'un seul coup. Il faut avoir des techniques de respiration. Un zèbre qui va se faire chasser par un lion, 5 minutes après, s'il est plus chassé, pof, le stress redescend. Ouais, d'accord, ok. Alors j'ai une autre question toujours de Rita Fourlin. Là, je m'adresse cette fois-ci à Roméo. Non. Alors Roméo, j'ai le ventre gonflé de stress. Comment puis-je faire pour le dégonfler? C'est pas beau à voir sur ma silhouette. Donc en fait, le stress a aussi des démonstrations physiques, hein. Bien évidemment, bien évidemment. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'une émotion qui n'est pas complètement conduite à l'extérieur, effectivement, va se stocker et va comme rester emprisonnée dans un sac. En fait, en vrai, l'émotion qui est censée sortir va rester à l'intérieur. Une émotion, Oui. il y a une physiologie en fait de l'émotion. Il y a une physiologie du traumatisme. Il y a une physiologie de la croyance. Il y a bel et bien une physiologie. Et comme justement c'est le corps qui va compenser symboliquement le traitement en fait du conflit. Et c'est pour ça qu'effectivement, on peut avoir des réponses au niveau de certaines parties du corps. Au niveau du ventre, par exemple, j'ai un collègue qui m'expliquait qu'à chaque fois, qu'il avait remarqué, qu'à chaque fois qu'il n'était pas sûr justement de lui, il avait le ventre qui gonflait. À chaque fois qu'il était dans un conflit où il se demandait mais est-ce que je vais y arriver quand il lance un projet, et pourtant je parle d'un coach déjà établi, etc., depuis des années, à chaque fois qu'il a ce conflit-là, il remarque que son ventre gonfle. Et en fait, il disait que pour lui, c'était sa façon, en fait, la façon que son corps avait de gérer, parce que il fallait qu'il montre qu'il a du ventre. Il fait un ventre en fait. Il fallait qu'il montre, voilà. Et comme il avait ce doute-là, mais qu'il ne savait pas le gérer consciemment, donc l'inconscient, effectivement, le gérait à son niveau. Donc, fait un ventre, montrer que j'ai de l'estomac. Dans la pensée courante, on dit ça. Hein. Avoir de l'estomac, c'est pouvoir encaisser le choc. Si je crains effectivement d'avoir à encaisser les chocs, je vais faire un ventre. Et il y a quelque chose de très important par rapport au ventre. En fait, il y a beaucoup de choses par rapport au ventre. Oui. Et je renvoie d'ailleurs aux travaux de Frédéric Jean là-dessus, avec qui je vais animer l'atelier Je m'aime donc je suis bientôt. Le ventre, quand on reçoit une humiliation publique, oui, le corps réagit exactement de la même façon que si j'avais physiquement reçu un coup de poing dans le ventre. Carrément. C'est exactement la même réaction. C'est une étude et des recherches scientifiques que j'ai gardées depuis 2009 parce que j'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai été formé aux thérapies brèves et on étudiait le phénomène de la honte. Et la honte en public vraiment fait cette réaction dans le corps. C'est-à-dire que si on mesure
la biochimie du corps, si on mesure l'état des tissus qui se trouvent au niveau des viscères, c'est exactement comme si, en fait, Rita avait reçu un coup de poing dans le ventre. Et donc, précisément, pour protéger le tissu, comment est-ce qu'un corps protège une cellule qui est engagée dans un conflit? Eh bien, par la cellule adipeuse, par de la graisse, tout simplement. La graisse, ça sert à ça. La graisse, ça sert à protéger une cellule qui est engagée dans un conflit interne, dans un conflit inconscient. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des personnes qui enflent. Et c'est pas une question de poids, c'est une question justement de silhouette. Et Rita l'a bien senti. Alors, moi, j'ai traversé longtemps ces histoires de silhouette et de poids. C'est-à-dire que pour le même poids, je peux avoir une silhouette complètement large et complètement maigre. C'est assez impressionnant. Et certaines parties, et particulièrement le ventre, faire ventre, c'est précisément ça. On protège le tissu pour ne pas recevoir, pour amortir le choc. La graisse, ça sert vraiment à ça. La graisse, ça sert à flotter et ça sert à amortir le choc. Et ça protège les cellules engagées dans un conflit. Et c'est peut-être pour ça que les gens ont tellement peur, ça c'est un gros stress, il paraît que c'est l'une des plus grosses peurs des humains, c'est de prendre la parole en public, Roméo. Oui, alors la peur de prendre la parole en public, effectivement, elle est énormément liée à ça. Et figure-toi que avec les années, on s'est aperçu avec les collègues et avec mes formateurs que la peur de prendre la parole en public était 9 fois sur 10 un héritage génétique ou d'une humiliation en public ou encore d'une exécution publique. C'est assez impressionnant et j'ai eu l'occasion de le vérifier maintes et maintes fois. Il y a des personnes qui portent des traumatismes d'exécution publique, des ancêtres qui ont été fusillés ou quoi que ce soit, et en fait, qui ont cette peur totale, mais alors complètement paralysante, de prendre la parole en public. Et c'est là où je veux justement insister sur cet aspect. Quand je vois des personnes qui vous promettent de devenir un conférencier X, Y, machin, et qui vous apprennent des techniques, ok, si on n'a pas résolu le conflit, le traumatisme hérité généalogiquement, ça ne sert à faut jamais forcer la nature. Parce que quand on force, parce qu'on peut effectivement. On peut effectivement. Allô? Oui? Ouais, ça bloque apparemment, oui. Et donc, petit souci. Alors, en fait, ce qu'il était en train de, donc je finis ce qu'il était en train de dire, c'est quand on va chercher vraiment la source du pourquoi, on peut avoir toutes les techniques que l'on veut pour prendre la parole, pour réussir un diplôme, passer un diplôme. S'il y a une peur frénétique qui peut être ancestrale ou qui peut avoir peur injustifiée en fait, c'est ça qui est ancré. C'est ce qu'on appelle une émotion irrationnelle. Et donc, si on va pas chercher et qu'on sort du déni de dire, eh ben non, je suis pas capable. Si tu es capable, il y a une peur, il faut savoir aussi, la meilleure des forces, c'est d'accepter aussi ses faiblesses et de voir qu'il y a une peur derrière. C'est aussi s'aider soi-même à affronter la peur. Et donc, ça peut être une peur de prise de parole. Moi, j'ai eu une cliente qui, dès qu'elle passait des diplômes, avait des stress horribles, des eczémas et des choses comme ça. C'est pas parce qu'elle se sentait pas capable. Elle disait qu'elle était pas capable. Mais si elle était tout à fait capable, c'est juste qu'il y avait des blocages transgénérationnels derrière. Ça peut être de vie passée. J'avais une autre cliente, elle, c'était prendre la parole parce qu'une fois, elle récitait une poésie quand elle était petite à l'école et elle avait une mauvaise note et elle avait été humiliée. Et donc, du coup, elle avait un problème de surpoids et un problème de reprise de parole, alors qu'elle avait des choses formidables à dire. Voilà, donc des fois, il faut remettre le présent au moment présent et savoir passer vraiment à autre chose. Alors, moi, j'ai une question, Céline, et à toi, Roméo, j'espère que tu nous entends. C'est que ce dont vous parlez maintenant, ça fait partie de on va dire, de la nouvelle médecine, en fait, de la nouvelle façon de résoudre nos problèmes de santé. Et quand on parle de santé, il ne s'agit pas seulement de la santé physique,
encore que c'est la santé physique qui est reliée à la santé émotionnelle, à la santé intergénérationnelle. Est-ce que les clients qui viennent vous voir comprennent justement que de plus en plus, il faut venir vous voir, même s'il faut aussi aller voir des médecins, hein, c'est ce que je dis. Il faut aussi aller voir les médecins, mais est-ce que justement ils comprennent ça? C'est que maintenant il s'agit de santé globale, de la santé globale, et de ne pas soigner que le symptôme. D'ailleurs, chez nous en Afrique, on sait souvent que on sait qu'on doit aller chez le médecin, mais on sait qu'on doit aussi faire une espèce de cérémonie familiale